monde. Merci de m'accueillir. Je m'appelle Philippe Contasso. Je travaille dans une structure qui s'appelle l'ARACT, qui est l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Et la mission de l'ARACT, en présentation, l'ARACT, c'est une structure paritaire, c'est-à-dire que mes patrons, c'est les syndicats de patrons et les syndicats de salariés, et que notre mission, c'est de promouvoir l'amélioration des conditions de travail, de travailler sur la prévention des risques professionnels, sur le bien-être au travail, sur la qualité de vie au travail comme facteur d'efficacité. C'est-à-dire que le principe qu'on défend, qu'on met en avant, c'est que de bonnes conditions de travail, c'est généralement source de performance. Alors je mets tous les guillemets qu'il faut à performance, mais de travail de qualité. De travail de qualité. Et donc la question maintenant, c'est de se dire avec tous ces outils, et on voit au travers des précédents exposés que ces outils portent en eux des risques sur le champ juridique, qui bouleversent nos manières de faire, c'est de se poser la question, est-ce que ces outils sont facteurs de qualité de vie au travail, de bien-être, est-ce qu'ils nous aident dans le travail, ou est-ce qu'au contraire, c'est un fil à la patte et quelque chose qui peut être un facteur de dégradation de nos conditions de travail, de la qualité du travail qui est réalisé. Voilà un peu le propos qui m'a été confié, donc voilà, je vais essayer d'éclairer ça. Voilà. Et vous aurez, alors, j'ai vu qu'il y avait des photos, oui, vous aurez bien sûr les diapos à disposition. Je crois qu'il y a un outil, l'outil numérique aussi. Est-ce que ça marche quand je fais ça? Ça marche, c'est magique. C'est magique. Juste vous dire aussi que l'ARACT, on est la délégation régionale d'un établissement public qui est l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui dépend du ministère du Travail. Voilà, je ne vais pas en dire plus sur la présentation. Si vous avez des questions, on pourra y répondre un peu plus tard. Alors, comme le propos, c'est de traiter à la fois qualité de vie au travail et numérique, la question, c'est qu'est-ce qu'on met derrière qualité de vie au travail? C'est quoi la qualité de vie au travail? Alors, la qualité de vie au travail, tout le monde a dû en entendre parler, parce que c'est un sujet, quand même, c'est dans l'air du temps. Les Américains disent c'est fashion, c'est un peu à la mode. C'est quelque chose qui a même vu sa place dans la loi, c'est quelque chose qu'on voit un peu partout dans la littérature. Alors je vous en ai mis quelques exemples là, de revues, de propos qui traitent de la qualité de vie au travail. C'est quelque chose qu'au niveau du réseau ANACT, on traite de manière un peu importante. Donc vous avez tout un champ sur la qualité de vie au travail qui va s'occuper du contenu du travail, je vais y venir. Vous avez aussi un champ qui s'occupe de ce qu'on appelle le wellness, c'est-à-dire toutes les politiques qui visent à offrir des services aux salariés, des cours de yoga, du sport, des massages, vous voyez, tous ces bénéfices. Alors moi, je serais ravi qu'à l'ARACT, on m'offre franchement des massages et tout, moi je serais ravi. Mais moi, ça va être mon propos quand je vais parler de qualité de vie au travail. Moi, quand je vais parler de qualité de vie au travail, on s'occupe de conditions de travail, je vais parler du contenu du travail. C'est du cœur du travail, de ce qu'on fait au travail, en premier. En se disant qu'après, si on a des accessoires en plus, c'est tant mieux. Mais que dans la qualité de vie au travail, ce qui est premier, c'est quand même ce qu'on fait. Alors, qualité de vie au travail, un sujet à la mode. Alors pourquoi c'est un sujet à la mode? C'est un sujet, alors ça nous vient après vous avez dû travailler là-dessus, la question des risques psychosociaux. Ça fait à peu près, voilà, depuis 15 ans, le travail quand même est plombé par cette idée que le travail, ça fait mal. Par l'idée qu'il y a du mal-être au travail, qu'il y a un ensemble de salariés dans les organisations qui sont en situation de souffrance. Et les partenaires sociaux, quand ils sont saisis de la qualité de vie au travail, c'était de se dire non, le travail, ça peut être autre chose. Le travail, ça peut être un formidable facteur de développement, de lien social, de construction de la santé. Et parler de qualité de vie au travail, c'est un moyen, alors j'allais dire pour les dirigeants, de répondre aux préoccupations de compétitivité dans les nouvelles organisations, et puis c'est aussi un moyen de répondre aux aspirations des salariés. C'est un peu l'idée de qualité de vie au travail, c'est changeons de paradigme. Arrêtons de dire que
le travail n'est que souffrance. N'est que souffrance. Alors là, je vous ai mis, alors vous l'aurez, c'est l'idée que aujourd'hui dans les organisations, il faut prendre en compte l'évolution des organisations. C'est-à-dire ce qui fait qu'une organisation marche aujourd'hui, je vous la fais simple, hein, c'est la qualité des relations entre les acteurs de l'organisation. C'est la qualité de l'échange d'informations. C'est la qualité des relations à tous les niveaux, et on va voir que le numérique il prend une place singulière, qui fait qu'une organisation va gagner, qui fait qu'une organisation va faire du bon travail. Quand je dis gagner, pour moi, c'est faire du bon boulot. Satisfaire ses usagers, ses clients, vous mettez le terme qui vous va bien. Voilà. Et puis, c'est répondre aux aspirations des salariés, sachant que les salariés, quand on leur demande qu'est-ce qui est important pour vous dans le travail, ils ne disent pas que c'est le yoga. Hein. Ils ne disent pas que c'est la gymnastique, hein, même s'ils ont envie de faire de la gymnastique. Hein. Ils disent que le plus important dans le travail, c'est le contenu du travail, c'est l'intérêt du travail, c'est ce qu'on me demande. Le plus important dans le travail, c'est est-ce que j'ai l'impression de grandir au travail, est-ce que j'ai l'impression de me développer. Alors bien sûr, c'est d'avoir un bon environnement, une bonne conciliation, et puis est-ce qu'on me reconnaît? La reconnaissance aussi. La reconnaissance aussi, c'est important. C'est est-ce que je suis important pour mon organisation? Est-ce que le travail que je fais, il est porté? Il a du sens, on le regarde. Ou est-ce que si je m'absente une semaine, on ne voit même pas que j'étais absent. Donc la question du contenu du travail est première. Derrière la qualité de vie au travail. Alors dire, peut-être pour finir sur l'introduction qualité de vie au travail, que c'est quelque chose qui vient d'un peu loin, hein, de chercheurs au début aux États-Unis qui ont défini le principe que globalement, quand les salariés vont bien, ils ont fait des analyses hein, de la statistique, etc. Ils ont dit que quand les salariés vont bien, généralement l'entreprise va bien. Hein. Et ils ont porté, et ça fait tout un courant de recherche qui travaille là-dessus. Ensuite, il y a eu l'Europe qui s'est saisie de ce sujet au travers de la définition de ce que c'est un emploi de qualité. Hein, ce que c'est que la qualité de l'emploi. Et plus récemment, à l'échelle des ressources humaines, c'est hier, hein, en 2013, les partenaires sociaux ont signé un accord qui dit vers une politique de qualité de vie au travail et d'égalité professionnelle. Et comme je vous ai dit qu'on était paritaire au niveau de l'ARACT, c'est ce qui nous sert de définition à nous. Hein, au niveau de, quand on va parler de qualité de vie au travail, nous on se réfère à l'accord. On est bien protégés. Sachant qu'après, alors ça ne vous concerne pas, mais il y a M. Rebsamen qui a fait une loi avec une obligation de négocier dans les entreprises privées. La fonction publique était à deux doigts de signer un accord aussi hein, sur la qualité de vie au travail, mais il devait y avoir d'autres enjeux. Il y a eu un texte, moi j'ai vu circuler des textes qualité de vie au travail dans les trois fonctions publiques, mais ça n'a pas été au bout en termes de négociation. Alors que nous disent les partenaires sociaux sur la qualité de vie au travail ? Ils nous disent que globalement, la qualité de vie au travail, ça vise à améliorer les conditions de travail et l'efficacité des organisations. Donc on est bien sur ce double registre que je mets en avant depuis le début de mon propos. Et les partenaires sociaux nous disent que la qualité de vie au travail, c'est une perception. C'est une manière de ressentir son travail. C'est-à-dire on n'est pas tous égaux. Hein. C'est chacun met quelque chose d'original dans la qualité de vie au travail. C'est la manière dont on regarde son travail. Et cette perception, elle dépend de trois choses. Elle dépend du contenu de mon travail, ce que je fais, hein, le contenu de mon travail, ce qu'on me demande, des conditions d'emploi et des conditions de travail, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles je fais mon travail. Hein, et dans les conditions, il y a les conditions physiques, les conditions matérielles, les conditions d'emploi, est-ce que je suis en CDD, en CDI, titulaire, stagiaire, etc. Et le dernier point qui, pour moi, va être essentiel tout au long de mon propos, c'est la capacité d'expression des salariés sur leur travail. C'est globalement une bonne qualité de vie au travail, c'est ce que je fais, les conditions dans lesquelles je le fais, et c'est si j'ai la possibilité de parler de mon travail pour le transformer. Est-ce que j'ai des lieux, est-ce que je peux parler avec mon manager, avec mes collègues, pour parler de mon travail, pour le transformer au bénéfice d'une meilleure qualité de vie au travail, mais souvent, le plus souvent, au bénéfice d'une meilleure qualité du travail tout court. Est-ce que j'ai des marges de manœuvre pour organiser mon travail? Est-ce que j'ai de la souplesse? C'est ça la question de la qualité de vie au travail, de la perception. Est-ce que je peux organiser mon travail comme je l'entends?
Ou est-ce que je suis soumis à des procédures, des process, etc. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Alors, cette idée de discussion sur le travail, c'est quelque chose qui va, sur laquelle je reviendrai en conclusion quand on aura fait le détour par le numérique et le travail. Alors, dans mon propos, je me disais, je vais faire un petit historique du numérique. Puis je ne suis pas sûr, j'allais dire les images parlent d'elles-mêmes. Vous voyez, c'est... Et la première image du téléphone, il faut se dire, c'était il y a 25 ans. Il y a 30 ans, la première image. Les premiers ordinateurs personnels, c'était il y a 30 ans aussi. Il y a 30 ans, le vieil Apple IIe, là. On doit être dans la salle, on doit être quelques-uns à avoir connu les cassettes qui se tournent là, voilà. Les appareils photo et les caméras comme ça. Oui. Le principe du numérique, c'est que tout a convergé. Tout est codé de la même manière. Et tout aujourd'hui se retrouve dans un petit outil que j'ai vu certes tout le monde manipuler là tout à l'heure. Et en plus, dans ce petit outil, tout est connecté. L'image, le son, les services, tout est connecté. En 30 ans. Et demain on nous promet que c'est notre frigo et notre machine à laver. On nous dit que notre smartphone va nous dire les courses à faire. On va programmer la machine à laver avant de rentrer. Et on peut voyager avec ça. Et on peut... Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Disons qu'on a là un ensemble de technologies dont on voit bien qu'on... Enfin, moi, je ne suis pas un technicien, on ne maîtrise pas tout. Et puis les promesses qu'ils nous font sur les objets connectés, les nanotech... Voilà, c'est Joker. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut se dire que le numérique, c'est aussi une culture. C'est une culture parce qu'il y a des nouveaux langages. Il y a des nouvelles manières de dire les choses. Alors ça, c'est la manière la plus simple, mais il y a des codes. On ne parle pas de la même manière dans la logique des échanges. Le numérique, pourquoi ça ne marche plus? C'est de nouvelles proximités. C'est des nouveaux échanges, c'est des nouvelles sources de diffusion. Alors, monsieur, je vais faire une petite incise là dans mon propos. On a parlé beaucoup du cadre de la protection juridique tout à l'heure. J'ai travaillé avec un conseil départemental où c'est des agents qui avaient été filmés à leur insu et dont les vidéos avaient été mises sur les réseaux sociaux. Et dans ce cas-là, ils étaient bien embêtés pour faire disparaître des images qui, des fois, sont à l'étranger. YouTube et autres, c'est... Nouvelle proximité. C'est également des nouveaux outils. Alors, les réseaux, on va y revenir, là, les réseaux. On n'a pas parlé de Twitter, là, tout à l'heure, quand on a parlé des formes de communication. Alors, il y a Facebook, le mammouth, mais Twitter, c'est pas mal. Puis des réseaux professionnels, LinkedIn. Et puis, il y a le numérique, c'est une manière d'avoir des ralliements, que ce soit via la haine ou via... Alors là, c'était... l'exemple, je crois que c'était des jeunes filles qui avaient été enlevées par Boko Haram. Et donc, voilà, c'est porté. J'aurais pu mettre MeToo. Il y a un bel exemple, là, à un moment donné. Et derrière le ralliement, il y a aussi la possibilité de détournement. C'est-à-dire qu'une fois que c'est sur la toile, on ne sait pas comment ça peut être transformé. Sur la logique de communication. Et globalement, la question, c'est plus on fait avec ou on fait sans. La question, c'est comment on fait pour que les gens ne fassent pas ça aujourd'hui. Demain, les impôts, c'est voilà, une administration qui... c'est une question d'inclusion maintenant, la question du numérique. Alors, qualité de vie au travail et qualité du travail, le point de vue du réseau ANAP, globalement, c'est de se dire... Alors, j'ai bien aimé sur vos présentations sur l'aspect juridique, c'était un droit en construction, mouvant, et en fonction des évolutions, d'un côté, on peut avoir deux décisions qui vont pas exactement dans le même sens.
J'allais dire que pour nous, pour les conditions de travail, on a plus de questions que de certitudes. Hein. Vraiment, on est dans un champ... et le fait qu'il y a plus de questions que de certitudes, ben, ça veut dire qu'il faut en discuter. C'est des compromis à construire au quotidien, au sein des équipes, dans les organisations, pour trouver les bonnes manières de faire, hein, les manières de faire qui vont bien à tout le monde. Alors, sur les conditions de travail, le numérique, alors la source c'est le rapport Mettling, hein. C'est un rapport qui maintenant a 3 ou 4 ans, qu'on trouve sur Internet, qui était, je crois que M. Mettling, c'était le PDG ou le DRH d'Orange, hein, qui a fait un rapport un peu conséquent sur les impacts du numérique, et notamment les impacts sur les conditions de travail. Et globalement, les impacts, c'est quoi? Alors, les impacts, c'est sur l'emploi, les compétences, sur l'autonomie, le contrôle, sur le rythme et l'intensité de travail, on ne travaille plus pareil, sur l'équilibre vie perso et vie pro, on l'a vu avec le cadre juridique du télétravail et de la déconnexion, sur les règles de management, sur le fonctionnement collectif, et bien sûr, on fera une incise sur la question de la santé au travail. Quand dans mon propos, je disais on a plus de questions que de certitudes, c'est-à-dire que sur tous ces sujets, je vais vous présenter une balance entre, d'un côté, le numérique c'est super, ça me permet de faciliter le travail, ça me facilite le travail, ça me facilite la vie au travail, ça me rend plus efficace, et le côté obscur de la force, c'est à un moment donné, c'est vers où on va. C'est le numérique, c'est une technologie qui m'empêche de faire du bon travail, qui me bride dans ma manière de travailler, hein, ou qui porte des risques sur ma qualité de vie au travail, et donc sur ma santé. Alors, je ne sais plus combien il y avait de répondants. Il y a eu une petite enquête qui a été lancée, je crois, quand vous vous êtes inscrit. Ça vous dit quelque chose, hein? Donc on est ici dans une salle de conquis du numérique. Alors, peut-être pas la salle, parce qu'il y a plus de monde que de répondants. Déjà, il y a un premier biais. C'est-à-dire que les gens qui ont répondu à cette enquête, qui se faisait par le biais du numérique, sont des gens qui, à 97%, disent que le numérique, c'est super. Non, je grossis le trait, ils ne disent pas c'est super. Ils disent que le numérique leur facilite le travail. Mais vous voyez, déjà, il y a un biais quand on fait une enquête comme ça. On fait une enquête sur le numérique en passant par le numérique. Donc forcément... Hein. En même temps, c'est une tendance qu'on retrouve dans tous les enquêtes qu'on fait auprès des salariés. Il y a quand même cette idée que le numérique, quand même, ça change positivement le travail. Hein. Pour une large majorité de salariés, mais on n'est pas sur 96%. On est sur des taux, vous voyez, autour de 60%. Vous avez quand même toujours un petit 15 ou 20% de personnes qui disent « Non, moi, dans mon travail, ça m'embête. Moi, dans mon travail, ça ne me facilite pas la vie. » Et comme c'était une enquête auprès des chefs d'entreprise, les chefs d'entreprise sont beaucoup plus positifs sur ce sujet. Alors, au sujet de l'emploi et des compétences. Sur l'emploi et les compétences, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une tendance à avoir des emplois qui sont plus qualifiés, que le numérique est porteur de nombreux emplois, que sur les compétences, aujourd'hui, le numérique offre des possibilités d'apprentissage énormes. J'ai un problème avec une machine à laver, je vais sur Google, je tape mon problème, il y a quelqu'un qui s'est filmé pour réparer ma machine à laver. Je ne sais pas si vous avez testé ça, mais ça marche. Hein, c'est remarquable. J'ai n'importe quel problème, hein, c'est la logique du réseau, c'est je peux apprendre. Vous avez ensuite, en termes de veille, des tas de mini-conférences, c'est-à-dire ce qu'on fait là, ça peut se retrouver des conférences TED de 20 minutes qui expliquent, qui vous rendent plus intelligent sur un sujet. Hein. Donc les possibilités d'apprentissage sont augmentées. Voilà. Et puis les outils numériques, souvent, ils aident la deuxième chance, hein, ils permettent beaucoup de choses, et on voit ça beaucoup dans les pays en voie de développement. Enfin, pense à l'Afrique, où les outils numériques offrent des voies de développement qui sont accélérées.
hein, en termes de paiement, d'offres de services, etc. C'est remarquable. Après, il y a le risque de destruction massive d'emplois, hein, qui est évoqué. Le risque de rupture générationnelle. Ceux qui sont dedans, ceux qui sont à côté. Et puis le risque de faible employabilité des métiers dits non numériques. Sur l'emploi et les compétences, les résultats de l'enquête, hein, je me sens à l'aise. Alors le taux d'équipement, il est pratiquement de 100%. Hein. Je ne sais plus, vous vous rappelez du nombre de répondants? C'est pas mal quand même, 80 personnes, hein, qui ont répondu. Hein. Donc, vous avez, voilà, les outils numériques. Je me sens à l'aise avec les outils numériques. Voilà, c'est 95% de gens qui sont à l'aise. Comme on n'est pas à une élection, hein, moi, ce qui m'intéresse, c'est les 5% qui sont à côté. Hein. Ça veut dire qu'il y a 5% de personnes avec qui il faut dire, tiens, comment on fait? Puis moi, je me sens à l'aise, mais quand je vois mon collègue à côté qui travaille, des fois, je me dis, je suis à l'aise, mais je pourrais être beaucoup plus performant aussi. Hein. Des fois, c'est... voilà. Et les outils me facilitent le travail, quand même, c'est remarquable, hein, 96% des répondants. Ensuite, vie professionnelle, vie privée. Alors, on a parlé... le côté positif, c'est la possibilité d'articulation des temps. C'est la possibilité de travailler en déporté. C'est des marges de manœuvre, c'est de l'autonomie. Ce matin, j'avais un rendez-vous. Hier matin, j'avais un rendez-vous. Je pouvais commencer à travailler depuis chez moi. Je ne perdais pas en efficacité et je gagnais en liberté. Voilà. Après, le problème, c'est, d'où la question de la déconnexion, on y reviendra, c'est la question de l'effacement de la frontière. C'est quand je suis au travail, quand je ne suis pas au travail. Là. Comment on crée cette frontière? Et puis, ça pose une autre problématique, qui est la mesure et le suivi de la charge de travail. Comment on apprécie la charge de travail sur une activité qui se fait à domicile, qui se fait en décalé? Alors la question, c'est combien, dans notre enquête, combien de personnes travaillent en dehors de chez elles et en dehors de leurs heures de travail? Un peu moins de 50%. Vous avez 40% des répondants qui disent ben, ça m'arrive de travailler ça me permet de travailler en dehors de mon bureau et ça me permet de travailler, il m'arrive de travailler en dehors de mes heures classiques de travail. Et vous avez plusieurs fois par semaine, c'est un peu moins d'un quart, hein, c'est 20%. Donc la question de la déconnexion, elle peut être complètement d'actualité. Hein, Parce qu'on peut s'avancer sur une hypothèse que c'est les cadres qui font ça. Hein, mais pas sûr. Hein. Mais le problème, c'est si c'est les cadres et que les cadres envoient des mails à leurs collaborateurs, qu'est-ce que ça me fait de recevoir un mail de mon manager le samedi? Qu'est-ce que je fais? Je réponds pour marquer bien quand même. J'ai marqué des points si je réponds. Ou je ne réponds pas et je ne marque pas de points. Hein? Les sujets de la connexion. Hein? Le rythme et l'intensité du travail. Alors, côté positif, c'est effectivement une meilleure organisation du travail, un meilleur accès à l'information, c'est-à-dire qu'avec le numérique, l'information est complètement partagée. Et puis, c'est la rapidité et la facilité des échanges. Les échanges ne sont plus forcément synchrones. Hein. Je peux laisser un message, on me répond, ça peut aller très vite. Voilà, c'est une meilleure productivité. Et de l'autre côté, alors le mot infobésité a été prononcé en introduction. Hein. C'est comment je fais face à la quantité d'informations qui me parvient. C'est le risque de dispersion, de travail morcelé, c'est-à-dire d'avoir une activité qui est chaque fois...
Alors ça se paramètre ça sur les ordinateurs, mais vous savez, il y a des mails, quand ils arrivent, vous avez le petit papillon qui vole. Hein, je sais pas, hein, où il y a le petit 1, où vous avez des symboles qui sont là pour vous appâter au niveau des mails. Hein. Donc ça peut créer des perturbations dans la gestion de l'activité. La culture de l'urgence, c'est je t'ai envoyé, tu m'as pas répondu, mais je l'ai envoyé il y a 10 minutes. Tu m'as pas répondu. Vous voyez, cette logique, c'est... Et puis l'idée que, à travers ces outils, on utilise le temps des autres aussi. L'exemple que je donnais du manager qui envoie un mail le week-end, quelque part, il utilise le temps des autres. Je le mets à ma disposition. Mais l'idée que quelque chose s'accélère. Alors, au niveau de l'enquête sur le rythme et l'intensité, vous avez, alors je vois pas le chiffre ni là. C'est 78% des personnes qui travaillent plus de 4 heures par jour sur les outils. Une partie importante. Et le temps consacré à la gestion des mails. Alors le temps consacré à la gestion des mails, c'est souvent la question, c'est là qu'on voit l'infobésité, ce problématique de densité d'informations à gérer. Voilà, plus de 2 heures, c'est un quart, de 1 à 2 heures, c'est important. Et c'est important, je le mets sur le registre de l'intensité, parce que le temps de gestion des mails, souvent, il n'est pas compté dans l'activité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a des mails que les activités qu'on avait avant d'avoir un ordinateur, elles ont été repensées. Et c'est souvent un temps qui est sous-estimé dans la charge de travail. Autonomie et contrôle. Alors versus positif, toujours pareil, j'ai des marges de manœuvre. Ça me permet de télétravailler, de travailler en dehors de mon lieu de travail. Ça me permet d'apprendre à plein de lieux. Et puis le contrôle, c'est que la machine garde tout en trace. On l'a évoqué. C'est l'hyper-rationalisation, c'est la création de normes de productivité, parce qu'on peut tout mesurer. On peut tout mesurer. Combien vous traitez le mail à l'heure ? C'est le poids du contrôle, avec la logique de traçabilité. Et c'est quelque chose dont on a vu les problèmes juridiques, c'est la question des likers. C'est-à-dire que si je fais une activité qui est connectée, on peut m'évaluer. On peut évaluer mon travail. L'exemple de la mairie de Nîmes ou du lycée du CFPPA de Rodillan, on peut évaluer. On peut évaluer le bénéfice d'un service en direct, avec tous les travers qu'il peut y avoir là-dessus. Donc des possibilités d'autonomie et des possibilités de contrôle. Après, la question du collectif, c'est une question. La question du collectif, c'est une question particulière parce que la promesse du numérique, c'est quand même d'avoir ce qu'on appelle une collaborativité augmentée. C'est comme on est tous connectés, on va davantage travailler ensemble. C'est la promesse. C'est la promesse en s'inscrivant sur des réseaux, en se faisant des amis, en étant dans des réseaux professionnels, etc. Mais quelle est la réalité de ces réseaux, au-delà des chiffres? Comment ils fonctionnent? Quelle est la qualité des échanges sur ces réseaux? C'est toute la question du collectif. C'est est-ce qu'on se déplace quand on doit demander quelque chose à quelqu'un? Ou est-ce qu'on envoie un mail? Est-ce que vous avez déjà reçu un mail de votre voisin de bureau? Donc vous voyez, il y a de la promesse et il y a un risque de rupture qui est énorme sur la dimension collaborative. Des communications moins riches, Ensuite, ça bouleverse la question du management. Du fait de tout ce qu'on a dit, sur autonomie, contrôle, traçabilité, intensité, etc., sur le fait du télétravail, c'est la question du management à distance. C'est comment ça remet en cause les postures managériales.
la manière de travailler en collaboratif, la manière d'animer une communauté de gens qui ne sont pas toujours sur le même lieu physique. Et côté versus obscur, ben c'est davantage de surveillance, de contrôle, de traçabilité. J'ai mis ma main pour dire que je rentrais, je peux mesurer que vous êtes connecté. Tout ça, la machine le garde en trace. Hein. Elle peut mesurer le nombre de mails que vous envoyez. Elle peut... un vrai sujet hein, pour le management. Bon, la santé au travail. Alors, la santé au travail, de tout ce que je viens de dire, globalement, ça peut être un formidable outil de développement, si c'est facteur de liberté, de discussion, de création de compromis avec mes collègues de travail. Ça m'offre d'énormes marges de manœuvre, du bien-être, de la satisfaction. En revanche, il y a quelques risques. Hein. Il y a le risque du surengagement, de la charge de travail, de la pression, du fait de la porosité entre vie perso et vie pro. Hein. À des moments, je ne fais plus la différence, ou on ne me permet plus de faire la différence. Il y a un sujet sur les ondes. Hein. Il y a des gens qui sont dits sensibles aux ondes électromagnétiques. Hein. C'est pas trop. Il y a ensuite la question des troubles visuels, c'est-à-dire le temps et les troubles du sommeil, on peut ajouter. Hein, c'est-à-dire que le temps qu'on passe devant des écrans, ça a un impact sur la vision et ça a un impact aussi sur l'endormissement, hein, le soir. Et il y a la question des TMS, c'est-à-dire qu'on sait que les problèmes du canal carpien, hein, dans les troubles musculo-squelettiques, que certains problèmes de lombalgie sont liés à des postures hein, ou à des tensions dans l'activité assise. Pardon. Alors, en guise de synthèse, juste, vous voyez, le tableau est contrasté. Hein, le tableau est contrasté. Et en guise de synthèse, c'est de se dire qu'il y a plusieurs registres. Il y a un premier registre, c'est de prendre les personnes où elles en sont. Prendre en compte les spécificités des salariés dans une organisation. Et j'aime bien cette typologie. Hein, au regard des... Alors c'est un baromètre au niveau européen, c'est de dire qu'il y a toujours dans une équipe les hyperconnectés. Alors ils sont toujours en avance. Ils avancent, pour eux, les bénéfices sont toujours positifs hein, de l'impact du numérique. Vous avez les impatients. Alors les impatients, c'est souvent, et je crois que ça arrive des fois dans la fonction publique, c'est des gens qui sont mieux équipés chez eux que sur leur lieu de travail. C'est-à-dire que chez eux, le numérique leur offre des possibilités qu'ils n'arrivent malheureusement pas à retrouver sur leur lieu de travail. Parce que la protection, le logiciel, l'équipement... Et donc, ça crée un peu de frustration sur... Et vous avez la question des isolés, des personnes qui ne sont pas forcément concernées parce que peu connectés, on leur en demande peu, mais quand on leur demande d'y aller, ils n'ont pas le temps ou ils ne sont pas formés pour. Donc, il y a un vrai sujet de prendre en compte les spécificités des personnes. Ensuite, il y a les registres d'action. Alors, les registres d'action, ils sont au moins sur 2 niveaux. On viendra ensuite sur les pratiques. Hein. Il y a un premier registre d'action qui est sur le cadre de travail, l'ergonomie des postes de travail, l'organisation des espaces de travail quand on travaille en collaboratif, hein, l'adaptation du lieu. Ça invite aussi à revoir la mesure du temps de travail aussi. Hein, ça ouvre la possibilité de rediscuter sur les règles d'organisation du temps de travail avec les ouvertures potentielles sur le télétravail, sur le droit au repos, sur des choses comme ça. Et ça invite aussi, dans le cadre de travail, à se dire comment on mesure la charge de travail et l'effectivité du travail. Le temps peut s'avérer limitant sur cette dimension.
hein, d'avoir juste la variable temps, qui est pourtant la variable essentielle hein, aujourd'hui quand on contrôle le travail. Mais quand on a la moitié des agents qui travaillent chez eux et en dehors de leurs horaires, tiens, comment on apprécie ça? Ensuite, vous avez quelque chose de fondamental, c'est d'adapter en action, c'est adapter les pratiques managériales, hein, avec une implication des décideurs, toujours. Et comment les managers, ils arrivent à se poser la question de la régulation des usages. Comment on définit collectivement au sein d'un service la manière dont on va utiliser les outils et dont on va les pratiquer. Et ça renvoie à quelque chose qui est essentiel dans la qualité de vie au travail, dans l'accord des partenaires sociaux. Il parle d'espace de discussion. C'est comment on coélabore les règles qui vont nous permettre de gérer les outils numériques. Donc, pour que le numérique soit facteur de qualité de vie au travail, donc prendre en compte les personnes, agir sur le cadre au travail, agir sur le management. Et il y a une règle qui est de partir d'un principe qu'il n'y a pas de déterminisme technologique. Il y a des informaticiens dans la salle. Parce que ça suppose de discuter avec les informaticiens. Hein. De dire que l'outil doit être au service de l'activité. En premier, l'outil doit être au service de l'activité. Et pas au service du reporting dont a besoin l'informaticien. Ça doit se discuter, ça. Hein. Le déterminisme technologique. Les outils ne portent rien en eux. Les outils sont conçus normalement au service de l'homme au travail, de l'être humain, l'homme et la femme. Hein. Voilà. Accompagner bien sûr les salariés aux usages et les impliquer dans les choix. Quand il y a quelque chose qui se met en place, c'est toujours intéressant d'aller au plus près des gens qui vont être les utilisateurs finaux d'une application, d'un processus, d'un logiciel. Il y a combien de dispositifs qui tombent sur la tête des opérateurs et derrière ils disent « mais comment je fais pour faire du bon boulot ?» Et ça me fait penser que j'ai zappé parce qu'il y avait une question qui était dans le questionnaire, c'est « est-ce que ça me permet de faire du meilleur travail ? Est-ce que ça améliore mes relations avec les usagers ?» Et je ne l'ai pas mis sur cette copie, j'ai eu plusieurs versions, pardon. Dans un tiers des cas, c'est non. Dans le questionnaire, hein. J'imagine que Élodie et Florie vous le remettront, ce questionnaire, hein. Mais dans un tiers des cas, c'est non. C'est le numérique n'a pas amélioré ma relation avec mes bénéficiaires. Donc là, il y a une vraie question. Hein. Un tiers, c'est... Vous avez vu que sur tout le reste, vous êtes à 90, 95. Un tiers des cas, non. Donc il y a un vrai sujet. Et puis après, il y a la question qui nous paraît le plus important, c'est de partager les finalités et de coélaborer les règles d'usage. C'est-à-dire que quand on parle de droit à la déconnexion, moi j'aime bien des organisations où on parle de liberté de connexion. La liberté, je me connecte quand je veux, mais je ne dois pas utiliser le temps des autres. C'est une autre manière de poser le problème. C'est élaborer des règles d'usage et c'est se mettre d'accord collectivement au sein d'un collectif, comment on fait. Quand j'ai une question à poser à mon voisin de bureau, comment je fais? Comment je fais? Je lui envoie un mail? C'est quoi la règle qu'on se donne? Vous voyez, c'est des choses, il y a des choses simples hein, et dans des organisations, ça marche. Hein. Il y a les règles, il y a la charte d'usage des mails aussi. Quand je dis règle d'usage, c'est est-ce que je fais un copie à tous quand j'envoie un mail? Dans ma boîte mail, combien de fois je suis embourbé parce qu'il y a des mails qui ne me concernent pas? Juste pour info. Donc, vous voyez les sujets qu'il y a abordés, les règles sur les mails, les règles de diffusion de l'information. C'est est-ce que parce qu'on a envoyé un mail, on dit on est informé? Moi, je ne suis pas informé, on m'a donné une pièce jointe de 10 pages, là. On ne peut pas dire que je suis informé, j'ai reçu un mail. Hein? Vous voyez, ce type de questions, c'est comment on les discute collectivement dans une équipe pour dire, ben voilà, on l'a reçu, mais on en parle après. Et ça invite au dernier point clé de la qualité de vie au travail, c'est les capacités d'expression. C'est le numérique, ça peut être source de qualité de vie au travail, il y a une condition, c'est qu'on ait la possibilité de s'exprimer dessus et d'agir dessus.
c'est-à-dire de transformer les règles d'utilisation et d'usage du numérique, pour se mettre d'accord collectivement. Et au sein d'une équipe A, ce n'est pas forcément les mêmes règles qu'au sein d'une équipe B. Parce que l'équipe A, elle ne fait pas le même métier que B. Et que peut-être que les règles d'envoi des mails, de diffusion à tous, ça ne sera pas exactement les mêmes au sein de l'équipe B. Je vous remercie.